Salut les amis, salut les footeux, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du SB Foot, une semaine en ballon en partenariat avec nos confrères de France Bleu Maine, France Bleu Mayenne et France Bleu Loire-Océan, ainsi que la Ligue régionale de football des Pays de la Loire. Comme chaque semaine, on va revenir sur l'actualité footballistique dans notre région avec les clubs de Ligue 1, Nantes et Angers, mais également Le Mans en Ligue 2, sans oublier nos clubs de National, Cholet et Laval. Notre invité aujourd'hui, il a fait et fait l'actualité du Stade Lavallois. C'est le président que j'accueille sur ce plateau, Philippe Jean. Bonjour Philippe. Ça va Anthony ? Ça va bien ? Merci d'être présent dans ce studio du SB Foot, dans ce vestiaire. Et oui, avec tous les maillots, on voit que vous êtes un habitué de l'émission, vous avez regardé ? Ah oui, c'est une émission très intéressante pour la région, pour le football en général. Eh bien, écoutez, ouais, ça fait plaisir d'avoir une belle émission comme ça dans notre région. Bon, merci qui en parle tout cas. de sport qu'on aime quand même. Voilà, et puis de tous les niveaux, oui, du foot amateur et du foot féminin également, on en reparlera. Vous n'avez pas dérogé à la règle, vous êtes venu avec un maillot qui vous tient à cœur, allez le chercher. C'est vrai qu'on le voit de dos. C'est le seul maillot que j'ai dans mon bureau. C'est vrai ? Oui, parce que c'est le maillot qui nous a été envoyé par la famille de Loulou Nicolin après son décès. Et je trouve que c'est un beau maillot, c'est une belle histoire, l'histoire de Loulou et de son club. Commencé vraiment dans des toutes petites divisions. Il a fait progresser son club jusqu'à la Champions League, champion de France, très gros club formateur. Et puis, il a œuvré beaucoup pour le football féminin. Il a œuvré beaucoup pour la défense aussi des supporters. Je trouve qu'il parlait beaucoup des supporters. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est eux aussi. C'est pour eux qu'on a cette vocation de président plus qu'un métier. Voilà. Et cette passion, puis vous l'avez connu quand même aussi un peu intimement au niveau de la Ligue. C'est quelqu'un quand même que vous avez côtoyé ? Il était comme il était dans les médias, c'est-à-dire sincère, franc, avec de la gouaille évidemment, la gouaille du Sud, mais qu'on aime, l'accent chantant, même s'il était lyonnais d'origine. Mais en tous les cas, il a toujours défendu le football en général. Et c'est ce qu'il faut retenir aussi, que ce soit les clubs de Ligue 1, évidemment, les clubs prestigieux, mais aussi la Ligue 2 et les championnats amateurs, même les championnats au plus petit étage départemental. Et je trouve que c'est beau, ça. Bon, l'arbitrage aussi, même s'il n'était pas toujours d'accord avec les arbitres, il défendait l'arbitrage. Effectivement, ça c'est un maillot que vous allez garder évidemment tout le temps. Oui, il me tient à cœur, parce que je trouve que c'est l'histoire du foot aussi, tout ça. Bon, alors n'oubliez pas, vous allez le raccrocher, puis vous le ramenez évidemment du côté de Laval. Très prochainement, on va parler du stade lavallois, mais on va parler évidemment aussi de vous, Philippe Jean. On va mieux vous découvrir. On va d'abord regarder cette première image qui symbolise plusieurs années passées du côté du stade lavallois. On va pouvoir la voir justement. Alors 53 ans, si on ne s'est pas trompé sur l'âge. Le 11 septembre. Et voilà, le 11 septembre, donc c'est une date évidemment qu'on retient. Vous venez de les fêter. Président du Stade Lavallois pendant 9 saisons pour l'instant. Oui. 7 ans la première, on le voit, 2007-2014. Et puis vous êtes revenu en 2017. Là, c'est ma troisième saison. Troisième saison sur la deuxième partie, en fait, le deuxième mandat, on va dire. Exactement. Sur le deuxième mandat. Et on va y revenir d'ailleurs. La première photo, elle vous illustre bien, c'est sur le banc du Stade Lavallois parce que vous n'êtes pas l'entraîneur, vous êtes le président. Non. Mais vous êtes quand même proche du terrain, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui aime être proche des joueurs, proche de l'entraîneur, proche du staff. Oui, parce qu'on est dans un métier de spectacle, mais les acteurs, il faut d'abord les aimer pour qu'ils puissent avoir un rendu sur le terrain. Il faut les accompagner dans leur vie, c'est-à-dire bien sûr à l'entraînement. Il faut les aider à bien s'intégrer dans notre région, dans notre département, dans notre club, bien connaître les gens qui œuvrent autour du club. Et puis aussi les soutenir, surtout dans la défaite. Parce que dans la victoire, vous savez, le joueur qui a fait le triplé, on n'a pas besoin de trop le soutenir. Pensez aussi aux blessés qui sont écartés. Le blessé, il n'existe plus dans le football parce que, évidemment, il ne peut pas concourir et œuvrer. Donc, c'est le cas notamment avec un de vos joueurs en ce moment. Oui, on a Hakim qui est blessé pour une durée pour l'instant indéterminée. On ne sait pas trop. On aura des précisions. Opéré du péroné. Voilà, cette semaine, c'est bien passé, on l'a eu. Moi, j'ai eu au téléphone juste après l'opération. C'est important, je trouve, d'accompagner les gens dans les difficultés. C'est dans les difficultés qu'ils ont besoin de nous. Et puis après, le spectacle. Et puis, les lumières et les paillettes leur appartiennent. Bon, on va parler d'abord de du premier mandat, fameux mandat 2007-2014, 7 ans, où vous avez connu un seul entraîneur. Un seul entraîneur en 7 ans, quasiment. Un et demi, voilà. Allez, quasiment. Mais c'était presque le même, puisque c'était Denis Anco qui l'avait remplacé pour la fin du mandat. Philippe Insberger, regardez la photo, ça date de 2010. Alors on va pouvoir, vous le savez où il est là, parce que... je le reconnais. Je le reconnais, Vous êtes côté à côte. Il y avait une réelle... Alors il y avait du respect. Il y avait également une amitié entre vous deux ? Non, c'est pas une amitié. Moi, j'ai rencontré Philippe Insberger quand j'ai pris mon premier mandat. C'est l'entraîneur qui m'a accompagné dès le départ. C'était un choix très calculé parce que c'était un formateur diplômé. Il avait œuvré pour la formation et vous savez que le Stade Lavallois est ancré dans sa formation et joue avec des jeunes joueurs. Donc,
Voilà le choix qu'on a fait. Après, on a appris à se découvrir. C'est plus que de l'amitié. On a vécu des choses tellement exceptionnelles, tellement fortes, qui sont. C'est pas qu'elles sont intimes, c'est que je peux pas vous les transmettre. C'est-à-dire qu'avec Philippe Isberger, on n'avait plus besoin de se parler. En fait, on se comprenait. Vous parlez toujours maintenant ? Bien sûr, mais je suis en contact avec lui. J'étais en contact avec lui cette semaine et la semaine dernière. De Grenoble, on le rappelle. Ouais, et puis, je lui souhaite toute la réussite qu'il a pu avoir l'année dernière à Grenoble, parce qu'il a fait une super saison. Et puis aussi la réussite qu'il a eue à Metz, puisqu'il est monté quand même en Ligue 1. Et il a fait une première année en Ligue 1 avec Metz. Metz qui avait l'habitude de faire quand même l'ascenseur. Oui, effectivement. Alors, il y a un autre personnage avec qui vous entretenez des liens un peu particuliers. C'est avec l'ancien président du Mans, Henri Le Garda. C'est vrai, on a lu un petit peu partout que vous étiez amis. C'est le cas. On le voit sur cette photo. Il y a une relation particulière. Il y a une histoire aussi, c'est qu'en 2014, vous quittez, un peu contre votre gré, la présidence du Stade Lavallois. Et en 2015, on parle de vous à la présidence du Mans. Est-ce que c'était vrai ? Non, c'était pas tout à fait ça. Moi, j'avais été contacté par le maire de l'époque pour échanger avec lui sur les solutions possibles pour le Mans. Mais je pense que pour être président, il faut habiter dans la ville. D'abord, il y a le tissu économique qu'il faut bien connaître. Donc, je ne pouvais pas me projeter sur un projet au Mans. C'était impossible pour moi. C'était pas possible. Et du coup, derrière, 2 années, et puis on vous rappelle. Alors c'est quoi ? Vous êtes le pompier de service ou est-ce qu'ils ont fait une erreur finalement au départ ? Non, mais non, l'erreur elle peut être partagée. Moi je suis actionnaire du club, donc voilà. Mais je pense que j'arrivais aussi en bout de cycle, en bout de course. J'étais fatigué, c'est très dur, hein. Vous savez, 7 ans, ça paraît facile, mais c'est très long, faut être très endurant. C'est long à vivre et en même temps ça passe très vite finalement ? Non, pas pour vous. Non, c'était très long à la fin, c'était pénible même. Quand en plus vous n'avez pas trop les résultats qui vous accompagnent, qu'il y a des tensions et que vous sentez que les actionnaires pensent qu'il y a une meilleure solution, je pense qu'il faut l'accepter. Moi, je l'ai accepté, j'ai pas fait de déclaration ni rien. Je gardais des relations courtoises avec les gens. Et puis après, on a connu le club, puisque je suis toujours actionnaire, a connu une descente. Bon, ils m'ont demandé si je pouvais mener le projet. J'étais pas du tout préparé à ça. Mais il y avait la passion qui était encore là. Ouais, qui était peut-être ressurgie justement. Vous aviez emmagasiné de l'énergie. J'avais surtout eu la possibilité de me ressourcer un peu, voilà. Et d'avoir repris un peu des forces. Il en faut des forces pour gérer un club. Et je savais dans quoi je rentrais. Un championnat national, c'est un championnat extrêmement difficile en termes de gestion humaine, réorganisation du club. C'est très dur, il faut prendre des décisions qui sont lourdes hein, quand même. Et puis, évidemment, l'aspect financier aussi, puisque vous perdez progressivement les droits télé. Et on va en reparler de ces droits télé et surtout de ces championnats de national. On va regarder une dernière petite image, ou plutôt un début de vidéo, parce que c'était pas à votre époque, vous étiez là, mais l'hymne du Stade Lavallois qui a changé, 2015, Archimède, c'est quelque chose que vous aimez ou pas ? Ouais, c'est un groupe de Mayennais, ils sont super sympas, moi je les connais bien, donc c'est top, ils nous ont fait ce cadeau. Moi je trouve que c'est bien d'avoir un hymne dédié à son club par un groupe qui aujourd'hui est à l'avant-scène. Oui, avant-scène reconnu pop rock, Archimède, qui conserve cette notion de territoire aussi, ça c'est important parce que c'est vrai que une fois qu'on est connu, ça c'est comme les footballeurs, des fois on oublie un petit peu de eux, ils font les clips par exemple en Mayenne et tout, ils font profiter la Mayenne de leur présentation, leurs avant-premières en tous les cas. Bon voilà, on a fait un petit peu le tour non pas de Philippe Jean, mais du Stade Lavallois aussi. C'est long, ça c'est un peu long. On aura d'autres occasions. On va parler cette fois du sportif, on est parti avec le Stade Lavallois. La reconstruction, alors c'est peut-être un très grand mot, un très gros mot, mais c'est vrai qu'on va rappeler très brièvement, la montée n'a pas eu lieu en Ligue 2, c'est Le Mans qui a pris cette place à l'issue de cette saison. D'ailleurs, je crois que vous aviez un mot, on en a parlé un petit peu avant, c'était mérité Oui, c'est mérité, ils étaient meilleurs que nous. Notamment par ce final qu'ils ont fait exceptionnel. Bon, je ne parlerai même pas des matchs de barrage, parce que là, tout le monde l'a vécu. Ce qu'ils ont fait, c'est un véritable exploit. Hein. Voilà, il faut le reconnaître. Mais moi, je suis content qu'ils soient montés. D'abord parce que ça fait un club supplémentaire en Ligue 2 de notre région. Donc ça, c'est quand même une force. Il faut que notre football régional soit promotionné. Donc nous, on suivra. On va les accompagner prochainement, je l'espère. En tous les cas, c'est tout le vœu que je souhaite au club. Mais j'étais content pour eux. Bon, très bien. On va regarder ensemble le classement de ce championnat national. On n'en est qu'au début. C'est vrai que c'est très long. On le voit, Laval 8e avec 9 points, à simplement 3 points du podium. Rien n'est fait, bien évidemment. On le verra tout à l'heure. Cholet qui est 11e et a connu un début de saison un petit peu plus poussif. On va revenir sur le dernier match ensemble avec ce match nul obtenu du côté de Béziers. On va voir les images avec un match assez... gagasque, on peut le dire. Il y a d'abord une super première occasion pour vous, du côté de Laval. C'est Robert Ma qui
qui a cette occasion. Et puis là, ça va être un peu la cagade malheureusement pour votre gardien de but qui essaie de contrôler le ballon, surtout de se l'amener dans la surface pour le récupérer. Puis malheureusement, le joueur de Béziers fait le tour et là, c'est la caca, c'est la catastrophe. Ouais, tout à fait. Encore une fois, un problème de gardien. La relance du gardien de Béziers n'est pas franchement extraordinaire. Vous en profitez. Égalisation, un but partout. Là, on se dit, pas mal, surtout que c'est en première période. Et puis, il y a un grand ballon qui va être amené devant du côté de Béziers. Et belle frappe croisée. Il n'y a pas grand-chose à faire pour votre gardien de but. 2-1 pour Béziers. Et puis ce long dégagement. Attention, le ballon qui va aller directement dans le but et c'est sauvé sur la ligne par le gardien de Béziers. Décidément, on a un match assez spectaculaire. Et heureusement, bien dans cette seconde période, Laval va égaliser avec un petit peu de réussite, mais surtout un superbe but d'Anthony Robic. Qui revient. Il revient bien là, celui qui avait marqué 6 buts lors de la deuxième partie de championnat. Un mot sur ce début de championnat national. Faut être patient. Ouais, on est plutôt bien parti. Après moi, je vous dis sincèrement, je connais pas notre niveau, quoi. Donc on ne sait pas où on va. On part un peu dans l'inconnu. Parce qu'il y a des changements. Il y a eu beaucoup de changements. Donc je crois qu'il faut prendre les matchs un par un. On ne peut pas se projeter sur des ambitions et choses comme ça. Tout le monde a des ambitions fortes. On en saura plus dans les matchs qui vont venir. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se calibrer par rapport aux autres. Et il n'y a pas un impératif de remonter directement les deux Non. Est-ce que c'est urgent ou pas? C'est toujours urgent. L'envie personnelle est urgente. Mais on a tous envie, nos supporters aussi. Mais non, il faut s'organiser pour vivre de son championnat de national le plus court possible. Mais il faut s'organiser. Heureusement que l'année dernière, on s'est un peu organisé parce qu'on n'est pas monté. Bon, on fait un petit tour. Vous êtes un adepte des réseaux sociaux ou pas? Pas du tout. Moi, du tout. Ah non, je déteste les réseaux sociaux. Ça tombe bien. On va vous faire un petit tour. Voilà, on va faire le tour de l'actualité lavalloise sur les réseaux sociaux. On va commencer par la dernière recrue du stade lavallois. Il s'appelle Wilson Isidore. Il a signé chez vous. Il est en prêt de Monaco et surtout, il était avec l'équipe des moins de 20 de l'équipe de France. Un bon joueur. Très bon joueur, en devenir. Ouais, moi, je ne connais pas, donc on va voir sur le terrain. Attaquant et qui a du peps dans les jambes. Ouais, il peut jouer côté ou même devant. Ouais, donc il y a plusieurs possibilités pour Wilson Isidore qui était donc avec l'équipe des moins de 20 pendant la trêve internationale. Et puis, on va regarder également du côté du stade à Lavallois ce qui se passe. On va regarder cette image. Anthony Robic. Pourquoi Anthony Robic? Parce qu'il a été élu tout simplement homme du mois d'août, joueur du mois d'août du côté du stade Lavallois. Mérité? Ouais, c'est mérité. Bon, après, c'est toute l'équipe aussi. Hein. Il faut qu'il ait du monde autour de lui, mais je trouve que c'est mérité. Il y a une élection. Il faut bien mettre quelqu'un à l'élection. Écoutez, en tous les cas, ses performances, elles sont bonnes, Anthony Robic, donc c'est normal qu'il soit mis en lumière. Alors, Anthony Robic, vous l'avez gardé pour cette saison. Il y a un autre garçon qu'on va voir à l'image, que vous connaissez aussi très bien. C'est Anthony Scaramozzino. Regardez. Il arrive à même faire du saut en longueur. Il s'envole. Et on n'a pas l'impression qu'il a 44 ans quand même. Non, mais sur le terrain non plus. Il a 34. Et sur le terrain, il est fait jeune. Ouais, il a fait une belle saison avec vous l'année dernière. Il était un peu comme tout le monde échaudé de ne pas avoir pu monter avec le Stade Lavallois. Il est parti donc du côté de Boulogne où il a signé un contrat assez longue durée, donc tant mieux pour lui, même si du côté de Laval, je pense que les supporters le regrettent aussi du côté de Laval. C'était un bon joueur et c'était un grand communicant, ça l'est toujours d'ailleurs, Anthony Scaramozzino. Alors, il y a une grande nouveauté aussi cette année du côté de la diffusion télé, c'est que nos confrères de Canal mettent des diffusions à 18h le vendredi. Alors tous les matchs ont lieu à 20h. Un seul on va dire en prime time, mais non, c'est à 18h du côté de Canal+. Il y a la grogne des supporters, on le sait. On a demandé tout simplement à Gilles Damingui, notre confrère de France Bleu Mayenne, ce qu'en pensaient les supporters. Voici son avis. Il y avait eu les matchs décalés le samedi après-midi, puis l'an dernier le jeudi soir à 20h30. La case a donc encore une fois changé. Et ce choix provoque la grogne des supporters, un mécontentement bien légitime. Comment se rendre au stade avant 18h lorsque vous êtes au travail ? Alors oui, c'est vrai, le vendredi, certains ont la possibilité de terminer un peu plus tôt, mais les spectateurs n'habitent pas tous sur place. Certains font une demi-heure de route, voire plus, pour aller voir leur équipe. Le Stade Lavallois, rappelons-le, n'est pas le club d'une ville, mais d'un département. Difficile aussi pour les étudiants. Beaucoup de Mayennais étudient au Mans, à Rennes ou Angers. Et l'on ne parle pas des déplacements. À 20h, c'est encore jouable en posant un après-midi de congé. À 18h, ça passe pas. Bref, la principale conséquence de tout ça, c'est une baisse de l'affluence dans les stades de national, qui est déjà très faible, 1 millier de spectateurs en moyenne sur la dernière journée de championnat. Le club de supporters Laval Crew a signé un courrier rédigé par l'Association nationale des supporters, courrier adressé à la Fédération française. Celle-ci a promis un rendez-vous pour discuter. Quant aux téléspectateurs, pas sûr non plus qu'ils soient très nombreux devant leur télé un vendredi soir à 18h.
Et merci à Gilda Mingui, qui, je crois, vous serez invité de l'émission d'ailleurs de Gilda la semaine prochaine, si j'ai bien compris. Mon petit doigt m'a dit ça. Un petit mot de réaction sur. Il a raison, justement... Gilda, mais il a oublié aussi des gens importants dans le match. D'abord, des organisations auprès de nos bénévoles, parce que là, il faut qu'ils se présentent au match à 17h. Donc il faut qu'ils demandent aussi une demi-journée. On parle des supporters, évidemment. Les supporters, on voit bien dans les tribunes qu'on a une perte, nous, d'environ 1500 personnes. À 1500 personnes 1500 personnes qui par ne viennent match. pas par match, entre un 20h30 et un 18h. Et du côté des présidents, ça râle pas, du côté des présidents nationaux? Moi, je trouve qu'on est un peu trop gâtés sur ces horaires-là, parce que nous, on enchaîne les horaires à 18h. Vous êtes diffusé quasiment tout le temps à 18h. Donc, on n'est pas loin de Paris, l'éclairage est bon, le stade est correct. Stade, voilà. Et donc, la pelouse est sympa, et donc, voilà, les couleurs sont un peu vives. Mais bon, moi, ça ne me plaît pas du tout, parce que d'abord, on ne pense pas aux supporters, on ne pense pas aux bénévoles, on ne pense pas à nos partenaires aussi, nos partenaires importants qui font aussi vivre le club. Donc c'est la bousculade de partout, c'est une organisation qui est très lourde pour la palpation et la billetterie. J'imagine que c'est une influence énorme sur un délai très court. Voilà, c'est pas tout à fait l'idéal. Bon, j'espère que le message en tout cas sera entendu. On va de nouveau nous tourner vers les réseaux sociaux, cher à Philippe Jean, pour vous montrer le zapping de la semaine. C'est parti. Le grand Marcel Desailly pour finir ce zapping des réseaux sociaux. Un petit mot sur la réserve du Stade Lavallois. Super, 19 ans de moyenne d'âge. Ouais. Et 3-0, on a pris 6 points en 3 matchs. Bon, nous, on était configurés pour jouer en R1, puisque c'était normalement on le cas. était descendus. Saint-Nazaire a tronqué un peu le championnat. Avec cette descente en R1. Oui, et puis pendant tout le championnat, ils ont tronqué un peu le championnat. Mais on est très contents, très fiers des enfants et très fiers des garçons en tous les cas. Bon, bouchez-vous les oreilles, vous n'avez pas de problème d'audition? Non, ça va. Allez, c'est parti, on va, après le zapping, découvrir notre chronique de la Ligue de foot des Pays de la Loire. Aujourd'hui, on s'est intéressé tout simplement à des garçons qui ont passé des tests physiques du côté de l'hôpital Saint-Jacques, du côté de Nantes. On va retrouver les nouveaux joueurs du pôle régional né en 2006. Regardez Franck, Maxime, Elliot et Djibril. Au début, j'étais un peu stressé parce que tout le monde disait que c'était dur et tout ça, mais il fallait pas lâcher, c'était bien. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement cet après-midi avec tes copains là? Vous avez fait plusieurs tests, c'est ça? Des tests de vision, de la détente et on devait souffler dans un tuba, comme dans un tuba. Vous en aviez parlé entre vous avant? Ouais. Qu'est-ce que vous disiez? Il y avait un masque, des branchements aussi. Qu'est-ce que tu retiens toi comme moment de cet après-midi? Faut pas lâcher, il faut toujours continuer. Et voilà. J'en avais déjà entendu parler parce qu'il y avait les deuxièmes années qui étaient passées avant nous la semaine dernière. Et c'était dur, il fallait pas lâcher. Mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, mais je pouvais faire mieux parce qu'ils nous ont arrêtés parce que notre cœur montait trop. D'accord. Donc un bon test, et maintenant c'est-à-dire que tu peux continuer à jouer au foot. Voilà, les tests physiques d'effort, d'ailleurs, il faut en faire à partir de 40 ans. Il paraît que c'est conseillé. Chaque semaine, vous l'aurez compris, vous l'avez compris, nous serons en compagnie d'un des hommes forts qui fait l'actualité du foot dans les Pays de la Loire. On vous le répète, USB Foot, c'est votre rendez-vous. Philippe, vous restez encore quelques minutes avec nous pour jouer la prolongation sur les réseaux sociaux. Évidemment, USB Foot, on l'a dit, c'est votre rendez-vous.
Alors Philippe, maintenant on s'est intéressé évidemment à Laval dans ce championnat national. On va tout de même parler de l'autre club des Pays de la Loire, c'est Cholet, le SO Cholet. 3e saison à ce niveau en national. On est allé justement voir ce Cholet-Avranches qui s'est joué vendredi dernier. On va regarder d'ailleurs la défaite des Choletais. C'était à domicile face au club d'Avranches, des Choletais qui ont encaissé un but en première mi-temps, qui n'ont pas été très à l'aise. Eux aussi, ils ont besoin d'avoir un peu de repères avec leur nouveau coach, Errol Malcoach, qui a coaché son deuxième match. Il y a eu un but un petit peu gag aussi là, avec ce 2-0 encaissé au bout d'une heure de jeu. Et puis Cholet qui va revenir à 10 minutes de la fin sur ce ballon remis dans la profondeur à quelqu'un que vous connaissez bien. C'est Sekou Keita qui était à Laval. Ouais, super mec. L'année dernière. Et qui a donc signé du côté de Cholet. Alors on a demandé justement à Errol Malcoach, le nouvel entraîneur du SO Cholet, pourquoi il était entré dans cette aventure avec son président, puisqu'il était du côté de la Turquie et de la Belgique, notamment en tant qu'entraîneur adjoint. Écoutez sa réponse. On parle depuis 2 ans et demi. On parle sur le projet, sur les jeunes. Et il veut structurer son club, il veut que son club va vers l'avant. Il veut aller plus haut niveau possible. Il est ambitieux, il a réussi donc dans ses affaires. Il veut réussir aussi au football. Il m'a dit, voilà, si tu veux me faire avec moi mon projet, tu seras bienvenu. Donc j'ai été. Il m'a convaincu en fait. Il m'a dit bon, il a parmi les meilleurs joueurs de national. Il m'a dit il a une équipe pour avoir le ballon. Je pense que c'était ça aussi, c'est que le président il veut que son équipe il a possession de balle et qu'on a parlé beaucoup sur ça et puis voilà, on travaille dessus. Voilà, Benjamin Rizoglu, le président du SO Cholet, qui a annoncé la couleur en début de saison. C'est la Ligue 1 sous 5 ans. Ils ont affiché, au moins, ils ont de l'ambition, ils ont affiché la couleur, ils ont mis ce qu'il fallait pour réussir. Il faut raconter avec eux. Voilà, ils ont les meilleurs joueurs de national, comme dit. Je ne crois pas, je crois que c'est nous qui les avons. Chacun défend. Voilà. Voilà. Mais bon, ils sont affichés comme favoris. Après, on verra sur le terrain. Nous, on les a joués. C'était sûrement un jour sans pour eux, mais parce que nous, on n'était pas très très bons, mais on a gagné quand même. Donc, écoutez, voilà, on verra bien. Je sais pas. Sekou Keita, Kevin Rocheteau, c'est vrai que ce sont entre guillemets des hommes forts du championnat national. Ouais, Rocheteau, je connais un peu moins parce que je l'ai connu à Niort. Meilleur buteur de national l'année dernière. Mais Sekou, c'est un garçon qui, s'il marque quelques buts, peut vraiment enchaîner et faire une belle saison. En tout cas, il se donne sur un terrain. C'est super. Et puis en dehors du terrain, franchement, un homme extraordinaire. Bon, et bien qu'on essaiera aussi d'avoir sur ce plateau du USB Foot. On a fait le tour, Philippe, et un petit coup de semonce, on a fait le tour du national. Maintenant, place à la Ligue 1 avec le classement à venir puisqu'on retrouve le championnat après une trêve internationale. Regardez nos deux clubs, Angers et puis Nantes au niveau de ce classement après simplement quelques journées de championnat. Voilà, on va pouvoir s'apercevoir que les deux sont plutôt bien classés. Bon début de la part d'Angesco, 4e avec 9 points et de la part du FC Nantes, 7e avec 7 points au compteur. Et on va débuter avec les jaunes et verts, le FC Nantes. Roulet jeunesse, oui, alors il n'y a pas eu une énorme actualité non plus cette semaine du côté du FC Nantes. On va surtout s'apercevoir qu'il y avait 7 internationaux qui sont partis à la trêve. Évidemment, les internationaux pour l'étranger, mais aussi en équipe de France espoir, avec la titularisation notamment d'un certain Imran Louza, devenu titulaire du côté du FC Nantes. Il a 20 ans, je ne sais pas si vous connaissez le garçon. Non. Jeune gaucher, très bon, très fin technicien, et c'est lui qui a amené dans les mois à venir prendre la relève d'un certain Valentin Rongier, parti. Vous avez suivi l'épisode? Ouais, j'ai suivi l'épisode. C'était pire que Neymar. On a plus parlé de Valentin Rongier à l'OM que de... Ouais, parce que c'est un garçon du pays. Voilà, il a été formé ici, il a vécu toujours ici. Donc on a l'impression que le club, il ne peut pas partir. Mais bon, il faut lui souhaiter aussi toute la réussite avec l'Olympique de Marseille. Je trouve qu'au moins, c'est respecter la personne. Moi qui ai eu l'occasion de le croiser, c'est vraiment quelqu'un d'admirable. Donc il faut aussi le respecter. On ne peut pas non plus le salir aujourd'hui parce qu'il a quitté le FCNA. Bon, on ne peut pas non plus parler du FC Nantes sans parler d'un certain Bridgen Dilu. Qui était Lavallois l'année dernière encore. Et puis évidemment qui a quitté Laval, tout simplement, vous n'avez pas en dire, parce que les contrats professionnels étaient coupés, c'est ça? Bien sûr. Il était libre de tout contrat. Voilà, donc il pouvait signer là où il voulait. Et il fallait qu'il franchisse un palier, d'après vous?
Ouais, j'espère qu'il va le franchir parce que pour l'instant il est surtout en N2 si je réserve, regarde un petit peu, mais 5 buts, 4 buts en 4 matchs. Il a tout pour réussir, ce garçon. Il a tout pour réussir. Il a un profil énorme, donc nous on l'a bien vu. Et si des grands clubs européens se sont intéressés à la Juventus de Turin notamment, la Juve pour parler d'eux, puisque ça a été médiatisé. Ça a été médiatisé. Il y avait d'autres clubs d'ailleurs. Oui, bien sûr, il y avait d'autres. On peut clubs. savoir maintenant. Non, on a des tenues de confidentialité avec certains qu'on a signés, mais la Juventus ont accepté de communiquer. Là-dessus, Je pense qu'ils avaient aussi détecté que c'était un joueur qui avait un bon niveau. Je pense que Valdemar et Franquita ont fait une bonne pioche. Oui, je pense. Ils ont été malins. En l'achetant libre, de toute façon, bien, ça peut être qu'un bonus. C'est comme ça, c'est la vie, c'est la règle du jeu. Il y a des règles, on les applique. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de Lou Nicolin et de sa propension à faire monter, à faire grimper le foot féminin. À Nantes aussi, il y a du foot féminin. Elles sont montées en 2e division, les filles. C'était l'an passé. On va écouter la joie. Première journée, première victoire, 3-0 face à Bergerac. Bon, les filles, par contre, il va falloir qu'elles soient un petit peu originales, parce qu'on a déjà vu ça chez les garçons. Le football féminin, il a grandi aussi cet été. Et on a l'impression que c'est un peu en train de se dégonfler tout ça. Hein. Donc il faut qu'on fasse attention avec le football féminin. Le football féminin, c'était pas que la Coupe du Monde. Je trouve qu'il y a un esprit qui est un peu différent et c'est plutôt sympa. Nous, on débute au Stade Lavallois en football féminin. On n'est pas au niveau du FCNA. Vous êtes quoi, en région, département On débute. Le premier, départemental. Et on a décidé de débuter en créant et en ne recrutant pas dans les clubs qui étaient mayennais. Je pense que c'est important de respecter le travail qui a été fait par les éducateurs par le passé dans les autres clubs. Donc on a créé notre club féminin avec notre coach, Anne, que je salue d'ailleurs, parce qu'elle est très engagée dans sa mission, et puis elle va réussir. Parce que les gens qui travaillent réussissent, on le sait, c'est les fondamentaux de la vie. Une évidence, après Philippe Jean, effectivement. Allez, on a parlé du FC Nantes, on va parler maintenant d'Angesco. Alors oui, leader de Ligue 1, point d'interrogation, parce que c'est vrai que nos amis angevins, on le verra tout à l'heure, joueront vendredi soir du côté de Lille, avec la possibilité, en match avancé, de prendre les commandes de la Ligue 1, ce qui pourrait faire une belle photo à garder, à conserver, parce que c'est vrai que les budgets sont un peu différents entre Angers et les clubs qui les suivent. Je pense, mais ce sont deux clubs bien gérés, Nantes et Angers. Et moi, je trouve qu'Angers, c'est quand même un exemple. Ils sont partis de loin, ils sont organisés, ils ont monté marche par marche avec un projet bien structuré, bien organisé, avec des gens très compétents à leur tête. Bien sûr, Saïd, le président, Olivier Piqueux, un entraîneur qu'ils ont gardé et qui gardent et qui soutiennent dans la difficulté, parce qu'en général, ils ne réussissaient pas trop leur début de championnat et la machine, elle se mettait en marche, surtout en deuxième partie de championnat. Parce qu'ils recrutaient souvent, vous avez vu, ils vendent beaucoup et ils recrutent dans les championnats inférieurs, notamment la Ligue 2, ils prennent les meilleurs joueurs de Ligue 2 et ils ne s'embêtent pas, eux. Donc ça marche. Bien sûr que ça marche, ils sont des gens qui travaillent bien. Et bien voilà, la dernière recrue en date, elle s'appelle Aitem Loussif du côté d'Angesco. Voilà, il arrive d'Algérie, jouait dans le championnat algérien d'ailleurs, comme certains cadres maintenant. El Melali, l'attaquant d'Angers, on le découvre maintenant, mais il arrive également d'Algérie. Et bien voilà, il va rejoindre Angesco pour 4 ans, me semble-t-il. Aitem Loussif, donc 23 ans, un jeune latéral qui débarque du côté d'Angesco. Et puis on parlait d'internationaux du côté de Nantes. Il y en a également du côté d'Angers. Il y en a un certain, il s'appelle Ryan Ait Nouri. Il est latéral gauche, il joue en espoir. Et vous parliez, Philippe, tout à l'heure, entre guillemets, des belles plus-values aussi, en allant chercher des jeunes joueurs et puis en les revendant à des grands clubs. Certainement le prochain. Ça, c'est très bon. C'est très fort. Très, très bon. Vous connaissez ? Ouais, c'est très, très fort, effectivement. Il est promis à un très bel avenir s'il continue ainsi. Ryan Ait Nouri, qui est donc en équipe de France Espoir, avec Imran Louza. On va regarder ensemble les matchs à venir du côté de la Ligue 1, puisque pour ce week-end, c'est Lille-Angers. Alors, c'est pas samedi, Lille-Angers, c'est bien vendredi soir à 20h45. Et puis, le lendemain, le dimanche, ce sera Nantes-Reims à 15h du côté du stade de la Beaujoire, des Nantais, donc, qui a annoncé 7700 abonnés du côté du stade de la Beaujoire. Pour certains, c'est bien, pour d'autres, c'est très peu. Donc, voilà, chacun se fera sa petite idée là-dessus. Strasbourg est à 19 000, est-ce que c'est... J'y serai au match. Vous y serez ? Oui, bien sûr. Bon, très bien, on se verra certainement. Là-bas, on va dire un petit mot de nos amis Manceau, puisque c'est vrai qu'on a reçu la semaine passée Richard Désiré, l'entraîneur, et qu'il n'y a pas eu de match entre les deux. Donc on va quand même signaler leur match à venir, ce sera également vendredi. Rodez-Le Mans, déplacement chez Laurent Perlade, le plus Manceau des Ruténois. Déplacement difficile. Ouais, difficile, avec un bon début de championnat de Rodez et de Chambly, les deux autres clubs qui sont montés du côté de la Ligue 2. Nouvelle chronique à venir.
venir cette saison dans USB Foot. On a vu tout à l'heure la Ligue régionale de foot des Pays de la Loire. Nous, on a voulu s'intéresser avec France Bleu Loire-Océan du côté de l'arbitrage avec Sébastien Denis, ancien arbitre de Ligue 1. Chaque semaine, on va vous faire découvrir un petit peu un thème. Cette semaine, c'est est-ce que les joueurs connaissent bien les règles du football professionnel? La réponse avec Sébastien Denis. Si on va au plus simple, il faut savoir qu'un attaquant, un joueur en situation offensive ou qui a fortiori marquerait un but suite à un contact du ballon sur sa main ou sur son bras se verrait automatiquement sanctionné de la faute de main. Par contre, là où l'arbitre doit vraiment analyser la nature du contact, c'est lorsqu'il s'agit de mains défensive, puisque là, il y a 3 éléments qui rentrent en considération, à savoir, est-ce que la position des mains correspondait à une position naturelle des bras? Est-ce qu'il y a une amplification de la surface du corps, c'est-à-dire qu'à partir du moment où toutes les mains vont se situer au-dessus des épaules, il y aura notion de main, que le joueur les fait de façon intentionnelle ou non. Et le dernier aspect, c'est lorsqu'un joueur défenseur tombe au sol, et si jamais le ballon vient lui percuter la main ou le bras alors que c'est son bras d'appui qui lui sert à amortir sa chute, là, dans ce cas-là, l'arbitre ne doit pas sanctionner la main. Donc ça fait beaucoup d'analyses à intégrer pour l'arbitre, a fortiori aussi pour les joueurs, qui vont devoir un petit peu s'adapter à ce nouveau mode de sanction des contacts main-ballon. Voilà, merci à Sébastien Denis. Vous pouvez mettre un petit carton jaune, parce que c'était pas sur les nouvelles règles, même si la main dans la surface en fait partie, mais c'était vraiment sur les mains dans la surface, comme on les siffle, et pourquoi vous aurez tout compris avec cette analyse de Sébastien Denis, que vous connaissez d'ailleurs. Ah oui, c'est un copain, il est top. Il est top. Il est coiffé comme moi déjà. Donc c'est déjà, ça nous fait déjà un bon point commun. commun. Et puis chaque semaine, on va le retrouver pour ces analyses sur le football, notamment professionnel, mais également du côté des amateurs. Une dernière fois, je vous embête avec mon petit truc rouge là. C'est parti, on va parler évidemment du quiz de fin. Alors la petite musique du quiz, on l'a pas eu, mais c'est pas grave. On va évidemment s'intéresser à la question du jour. On va vous demander, Philippe Jean, d'abord de choisir un vestiaire. Alors c'est-à-dire vous choisissez un placard derrière vous, celui que vous voulez, là, et vous sortez le maillot de votre choix du placard. Allez. Ah bah ouais, vous avez choisi la facilité, non? Ouais, je me suis pas trompé. Ah, c'est ça, le maillot du Stade Lavallois. Vous pouvez vous rasseoir et puis je vais vous donner la question du jour. Alors vous qui êtes un fidèle parmi les fidèles du Stade Lavallois, ça va pas vous poser de problème. Quel est le nom du meilleur buteur lavallois en première division et avec quel total de buts? Je vais vous donner 3 réponses possibles. C'est QCM, vous allez choisir entre ces 3 réponses. Alors, est-ce que c'est Guilherme Mauricio qui est le meilleur buteur lavallois en première division avec 79 buts? Est-ce que c'est Uwe Krause, le meilleur buteur lavallois en première division avec 55 buts? Ou est-ce que c'est Georges Tripp avec 54 buts? Ah, j'hésite entre Uwe Krause et Georges Tripp. Je pense que c'est Uwe Krause. Vous êtes sûr? Il n'est pas resté longtemps Uwe. Georges Tripp, allez. Alors attention, non, il va falloir bon, Georges Tripp, réponse C, ou Uwe Krause, réponse B. C. La C, c'est bon? On valide? Validé? Eh non, il fallait rester sur la première impression. Sur Uwe Krause. Uwe Krause, 55 buts dans les années 80, entre 80 et 83. C'était des gros joueurs de toute façon. Ah, exactement, les deux. Vous pouvez venir me rejoindre avec le maillot si vous voulez du Stade Lavallois, Philippe Jean. On va évidemment oui, Michael Buzarek, on connaît très bien ici aussi du côté du USB Foot. On va terminer cette émission par le traditionnel coup de cœur. Le coup de cœur du USB d'une semaine en ballon, il est du côté du FC Nantes puisqu'ils ont réalisé leur journée des abonnés du côté des Canaries avec la possibilité d'assister à l'entraînement à la Beaujoire et surtout de se mesurer au gardien de but, sur des tirs au but, plein d'animations du côté du FC Nantes et donc des activités faites par Valdemar Kita, Franck Kita, réalisé en partenariat avec les supporters du FC Nantes. C'est une très bonne idée, ça se généralise d'ailleurs, plusieurs clubs en font. Laval va le faire. Ouais, on est au contact de nos supporters, on fait des animations. Mais je trouve que Valdemar et Franck Kita font beaucoup d'efforts. Ils veulent se rapprocher des supporters, mais il y a du chemin encore. Ah oui, parce qu'ils sont partis de très loin. Il y a beaucoup d'incompréhension. Parce que moi, je les connais bien, les Kita, et ce sont des gens vraiment qui aiment leur club, qui ont beaucoup donné pour leur club. Je
les défends un peu. Moi, je suis pas leur avocat et je suis pas l'avocat des supporters, mais je trouve qu'il faudrait qu'il y ait un rapprochement. Ça ferait du bien, je trouve, à tout ça, et il y a moyen de discuter vraiment avec Franck et Valdemar. Bon, Philippe Jean, un grand merci. Anthony, merci de m'avoir Une belle saison du côté belle du Stade saison à vous. Bah, évidemment, et puis on espère avoir plein de Lavallois à venir ici sur ce plateau du USB. On en est persuadé en tout cas. Belle saison pour les Mayennais, belle saison pour tous nos clubs de la région. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du USB Foot.